Bien, alors pour les gouvernements en guerre, face aux millions d'hommes qui sont mobilisés sur le front, l'obsession c'est d'éviter évidemment la pénurie de main-d'œuvre à l'arrière, puisque vous l'avez compris, ces usines sont indispensables à la bonne réussite des opérations sur le front. Donc, dans ces usines, pour remplacer les 8 millions de soldats, par exemple en France, qui partent au front, certains soldats, notamment les ouvriers les plus qualifiés, ceux dont les usines ne peuvent pas se passer, vont être rappelés du front. C'est-à-dire que on va leur demander de quitter le front pour venir travailler dans les usines. Également, à côté de ces soldats ouvriers qualifiés qui sont appelés, mais qui ne peuvent pas être l'essentiel des ouvriers, parce que sinon, forcément, ils vont manquer sur le front. Eh bien, les puissances coloniales comme la France font appel à leur population colonisée, et donc on fait appel aux travailleurs immigrés. Et ici, on a par exemple une photo qui illustre le fait que des travailleurs chinois travaillent dans une usine d'armement française. Donc on vous dit non, c'est écrit ici, hein, de nombreux travailleurs des colonies sont employés dans les usines d'armement françaises, mais la France va aussi enrôler des travailleurs chinois qui sont recrutés dans des campagnes chinoises du nord-est de la Chine et qui sont acheminés par bateau. Donc, vous voyez, la mondialisation était déjà en œuvre à cette époque, hein, puisqu'on n'hésitait pas à faire venir de la main-d'œuvre bon marché, qui venaient pourtant de milliers de kilomètres pour remplacer les soldats français qui sont partis au combat. Et puis, vous le savez, hein, ça va être l'occasion pour de nombreuses femmes de travailler. Alors, elles vont travailler dans les usines, mais elles vont remplacer aussi leurs hommes dans les champs, hein, puisque à l'époque, de très nombreux Français sont encore paysans, hein. Les femmes vont remplacer également les hommes dans les transports, par exemple dans les bus, en tant que, ou dans les trolleys, pour être contrôleuses, pour être chauffeuses. Elles vont remplacer les hommes également dans la fonction publique, hein. Toutes les tâches administratives dans les bureaux vont être, les femmes vont remplacer les hommes. Donc, bon, ce qu'il faut que vous reteniez quand même, il ne faut pas tomber dans le cliché, c'est pas une nouveauté, hein. Les femmes ne se sont pas mises à travailler comme on l'entend parfois pendant la Première Guerre mondiale. Alors c'est peut-être le cas par exemple pour les femmes mariées qui à l'époque traditionnellement, bien le mari travaillait, la femme mariée restait à la maison. Mais là, des femmes mariées vont se mettre à travailler, alors que par contre les femmes qui étaient célibataires, ben, bien souvent il y en a qui travaillaient, mais par exemple, elles travaillaient pas forcément dans les mêmes endroits. Ça va plutôt être un changement d'emploi qui va être mis en œuvre, parce que par exemple, il y avait de très nombreuses jeunes filles qui étaient domestiques dans les maisons des personnes bourgeoises. Eh bien, ces domestiques ne vont plus travailler dans les maisons des personnes bourgeoises, elles vont aller travailler dans les usines, elles vont aller travailler dans les administrations, en fonction de leurs compétences et des besoins de l'économie. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que cette mobilisation de l'arrière, et notamment des femmes, elle va être encouragée par la propagande, par de très nombreux discours politiques, hein. Ici, vous en avez un bon exemple, hein, un discours qui a été prononcé par le président du Conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement René Viviani au moment de la déclaration de la guerre, de l'entrée en guerre de la France, puisque ce discours date du 7 août et que la France est entrée en guerre le 3 août. Donc, c'est un appel aux femmes françaises en rappelant que la guerre ben, s'est déclarée, s'est déchaînée à cause de l'Allemagne et bon, en disant que la France en quelque sorte est une victime, hein, que la France, la Russie, l'Angleterre ont tout fait pour essayer de maintenir la paix. Bon, on sait que c'est pas totalement vrai. Il présente le fait que ben, les hommes hein, sont partis, pour répondre à l'appel de la patrie, hein, les pères, les fils, les maris, nanana, ils sont partis pour relever le défi, et que du coup, ça laisse les travaux des champs interrompus. Nous sommes en août, c'est un moment très important hein, pour l'agriculture, hein, un moment où il y a des récoltes à faire, donc la moisson est inachevée, ce qu'il dit. Le temps des vendanges, c'est le mois de septembre, les vendanges, il faut de la main-d'œuvre. Ces hommes sont partis, eh bien, il incite les femmes, au nom du gouvernement de la République, au nom de la nation tout entière, avec des grandes formules, à faire appel à la vaillance des femmes, à celle des enfants qui sont trop jeunes pour partir au combat, mais c'est-à-dire des adolescents qui ont 13, 14, 15 ans, mais qui ont de la force ben, d'aller remplacer leur père, leurs frères, pour maintenir l'activité dans les campagnes, terminer les récoltes, évidemment, parce que c'est essentiel, encore une fois,
pour le ravitaillement. Donc, avec des injonctions, debout, à l'action, à l'œuvre, il y aura demain de la gloire pour tout le monde. Ça montre bien que tout le monde doit participer à cet effort de guerre. Donc ici, vous avez une photo qui illustre le travail des femmes dans les usines de munitions. Pour vous donner quelques chiffres, à la fin de la Première Guerre mondiale, 90% des ouvriers qui travaillent dans les usines de munitions au Royaume-Uni sont en fait des ouvrières, qu'on appelle d'ailleurs les munitionnettes. Donc 9 ouvriers sur 10 dans les usines d'armement anglaises sont des femmes. Euh, et pour bon alors toujours sur la propagande, pardon, vous avez le général Joffre, un des généraux les plus célèbres, hein, le vainqueur de la bataille de la Marne, un des généraux français les plus célèbres, qui avait eu cette formule: si les femmes qui travaillent dans les usines s'arrêtaient 20 minutes, les Alliés perdraient la guerre. Donc même l'armée, par le biais d'un de ses généraux les plus importants, reconnaît que le travail des femmes est indispensable. Alors oui, je voulais juste vous donner quelques chiffres. En 1918, en France, il y a à peu près 1,7 million d'ouvriers qui travaillent dans les usines d'armement et qui produisent tous les jours 260 000 obus. Sur ces 1,7 million d'ouvriers, vous avez un quart de femmes, un quart de soldats, donc je vous ai dit, hein, ces soldats qualifiés qui ont été rappelés du front. Vous avez un quart d'hommes civils, par exemple trop vieux pour servir dans les armes, ou bien qui ont des handicaps qui les empêchent de servir, hein, mais qui peuvent quand même travailler dans une usine. Vous avez 10% d'immigrés, hein, les fameux travailleurs chinois ou les travailleurs coloniaux. Et vous avez également des enfants, donc moins de 18 ans, et des civils. Et des civils, pardon, et des prisonniers. Donc les prisonniers également ont participé à l'effort de guerre. Ça vous montre bien que toute la société était concernée, toute la société française, y compris ces populations coloniales, étaient concernées, y compris les enfants. Alors j'aurais pu vous montrer ici des affiches de propagande, hein, où on voit que les enfants également sont mis à contribution pour montrer que tout le pays est derrière son armée, hein. On voit des images où des enfants pissent sur un casque de guerre allemand. Même parfois, on voit des images de chiens qui pissent sur des casques allemands pour symboliser que tout le monde, en fait, est contre les Allemands. Alors, bien sûr, si on parle de l'effort des femmes pendant la Première Guerre mondiale, notamment en France, on ne peut pas passer à côté de la femme scientifique française la plus célèbre de l'histoire, si on peut dire, cette femme d'origine polonaise qui s'appelle Marie Curie, double prix Nobel, qui, pendant la guerre, a mis son invention au service des armées françaises. Son invention, c'était la radiographie, donc et la radiologie, pardon, qui permettait donc à l'aide des rayons X de voir à travers les corps les parties dures et donc notamment les éclats d'obus, les balles, et donc de ne plus être obligé d'enlever un peu à tâtons un éclat d'obus ou une balle qui était rentrée dans un corps, ou même parfois qui pouvait provoquer des infections parce qu'on n'avait pas on n'avait pas détecté qu'il y avait tel ou tel éclat d'obus qui était resté dans le corps. Et grâce à ces véhicules qu'elle va créer, ces véhicules mobiles, hein, qui ont tout un service de radiologie à l'intérieur, qu'on va appeler des petites curies, elle va pouvoir les amener aux quatre coins du front à l'aide d'autres femmes, d'autres infirmières, évidemment, que vous voyez ici d'ailleurs, et qui vont donc contribuer à sauver et sauver de nombreuses vies, hein, de soldats qui, quelques années auparavant, seraient morts et qui, grâce à la radiographie, ont pu être rapidement soignés dans des conditions optimales. Alors après avoir vu la mobilisation économique, hein, qui touche donc tout le pays, on va voir également que les pays pardon, font l'objet d'une mobilisation culturelle. Alors qu'est-ce qu'on appelle une mobilisation culturelle au sein de cette guerre totale? Eh bien la mobilisation culturelle, c'est la mobilisation notamment par exemple des esprits. Alors là, comment on mobilise les esprits? Eh bien évidemment par le biais de ce que vous connaissez depuis plusieurs années déjà, ce qu'on appelle la propagande. Alors, la propagande, elle est omniprésente, hein, sous forme d'affiches, de tracts, de slogans, d'articles de journaux. Donc, par exemple, ça peut être des affiches qui, rappelez-vous, appelaient, par exemple, les jeunes Australiens à s'engager
pour répondre à l'appel de la Grande-Bretagne. Ça peut être des affiches pour lutter contre le gaspillage, rappelez-vous l'affiche sur le charbon. Ça peut être des affiches incitant les Français à contribuer à l'emprunt de guerre. Ça peut être des affiches incitant les civils à produire plus dans les usines, etc. Donc la propagande, elle est omniprésente. Et on va assister à une véritable diffusion de ce qu'on va appeler une culture de guerre. Alors, qu'est-ce que c'est une culture de guerre? Vous avez la définition dans le cours, hein. C'est l'ensemble des idées et images diffusées dans la société pour justifier leur participation à la guerre. Donc, tout faire pour mobiliser les esprits dans un objectif de participation à l'effort de guerre et évidemment dans l'objectif ultime de l'emporter. Donc, cette culture de guerre, elle a lieu également par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la censure, hein. Donc, il faut imaginer que, évidemment, comme on avait pu le voir avec la loi promulguée en août 1914 en Angleterre, la presse, elle est contrôlée. On ne peut pas publier des articles qui indiqueraient la situation trop précise des troupes françaises sur le front, parce qu'on a peur évidemment de l'espionnage, de la cinquième colonne. La presse, comment dire, raconte un certain nombre d'âneries, si je puis me permettre, pour mobiliser et motiver les troupes. Au début, on trouve des articles disant que les balles allemandes ne tuent pas. La balle française tue, mais pas la balle allemande. La balle allemande, elle effleure le français. Ou bien vous trouvez un Allemand mort plus qu'un Allemand français. Vous trouvez ce genre de choses. Donc vous trouvez des choses qui vont profondément heurter finalement les soldats quand ils vont rentrer en permission, qui vont lire les journaux français en disant mais qu'est-ce que c'est que ces âneries quoi? Et ils vont parler littéralement de bourrage de crâne. Donc il y aura une véritable défiance hein, justement des soldats par rapport à la presse notamment qui est contrôlée par l'État et qui bourre le crâne des Français en leur faisant croire que finalement la guerre c'est une partie de campagne, qu'on y va à la fleur au fusil en sifflotant et que finalement les Allemands ne font que nous blesser. Bon, très rapidement, les Français qui voient les agents municipaux leur annoncer la mort de leurs proches se rendent bien compte que les balles allemandes, a priori, sont aussi mortelles que les balles françaises. La censure touche la presse, mais touche également le courrier, c'est-à-dire que les soldats, leur courrier est régulièrement ouvert, hein, on s'écrivait beaucoup à l'époque, il n'y avait pas de SMS, pas de portable, pas de connexion Internet, donc tout le monde écrivait, il y avait un énorme service postal et il y avait un énorme service de contrôle et de tri postal, donc de très nombreuses lettres étaient ouvertes, contrôlées, pour voir si les soldats ne divulguaient pas, encore une fois, ou des informations trop démoralisantes, genre raconter à sa femme que tout l'escadron a été massacré, que les généraux font n'importe quoi, que on va perdre cette guerre. Donc ces informations-là étaient littéralement ce qu'on appelle caviardées, c'est-à-dire en gros, vous pourriez dire blancotées ou découpées, elles n'apparaissent plus et la personne récipiendaire de la lettre se rend bien compte que la lettre a été censurée. Et également sont censurées toutes les informations sensibles, hein. Si le soldat dit oui, je suis à tel endroit, on s'apprête à attaquer dans 3 jours, ben, vous imaginez bien que cette information est censurée parce qu'il y avait toujours la peur de l'espionnage. Donc là, c'était une mesure qui pouvait se comprendre. Mais tout ça pour vous faire comprendre qu'entre la propagande et la censure, les esprits étaient contrôlés, toujours dans le but d'aller vers l'objectif qui était l'effort de guerre, l'effort d'emporter la bataille. Alors donc en dehors de la presse, hein, la propagande pouvait s'afficher par le biais d'affiches évidemment, mais également cette guerre voit apparaître l'utilisation de nouveaux médias comme la radio, le cinéma, hein, qui à l'époque pour l'instant est encore muet. La propagande, on la retrouve dans les objets du quotidien, que ce soit de la vaisselle, des jeux d'enfants. Donc la culture de guerre, elle est profondément installée dans la société, comme vous pouvez le lire dans le cours. Alors, quelques thèmes très fréquents dans cette culture de guerre, hein, la notion de patriotisme, on retrouve souvent cette notion de patriotisme, c'est-à-dire la défense de la patrie présentée comme un devoir fondamental du citoyen, la représentation de nos soldats comme des héros et des martyrs s'ils meurent, la diabolisation de l'ennemi, l'allemand est représenté comme un monstre, hein, on les identifie souvent à des Huns, vous savez, les Huns, Attila,
qui sont là pour tout ravager. Ce sont des barbares, des monstres. On surfe beaucoup sur les atrocités allemandes qui avaient été commises en Belgique au début du conflit, hein. Effectivement, il y a eu des atrocités qui ont été commises, donc elles sont mises en exergue. Et le thème de l'enfance revient fréquemment, l'enfant innocent, agressé par l'Allemand, ce qui donne une dimension morale à la guerre. Nous avons été agressés et nous défendons notre pays. Et la propagande, je vous l'ai dit, touche aussi les enfants. Donc tout cela montre une volonté de contrôler l'opinion publique strictement et de la modeler. C'est ce qu'on appelle la culture de guerre. Je vous remercie.